Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour des petites explications techniques pour la pêche du silure en Loire. Donc, tout d'abord, pour commencer, je vais vous faire voir la canne et le moulinet que j'utilise, celle que je trouve le plus adaptée pour pêcher en dérive au vif sur la Loire. Donc, c'est une canne monobrin que l'on a montée, qui vient de chez Rodaus. C'est une canne, c'est un RX6 E-Class de chez Reshado en puissance 100-200 grammes. Donc, donc c'est déjà une bonne puissance. La particularité de cette canne là, c'est que elle a une pointe en fibre de verre jusque, si je vois le raccord, jusqu'ici. Donc toute la pointe ici là, c'est de la fibre de verre. Donc c'est vachement souple comme vous pouvez le voir. Et ça permet de pouvoir bien ferrer les poissons sans leur arracher de la gueule les vifs ou alors mal ferré, que ça soit trop raide, ça rebondisse, ça nous glisse des mains et tout. Donc c'est une canne qui est très confortable. Et puis le reste ici est en carbone. Toute la partie en dessous est en carbone. Donc une grosse réserve de puissance dans le talon. Donc voilà, c'est une canne simple mais qui fonctionne très très bien. C'est C'est vraiment bien pour pêcher le silure en Loire, au bouchon, en dérive. Donc après dessus, moi j'ai mis un Stella de chez Shimano en 14 000 SW. Bon. Pourquoi j'ai mis ce moulinet là? Parce que j'ai utilisé déjà plein d'autres moulinets avant et puis que j'ai pêché pas mal de silure, donc il faut des moulinets assez résistants parce que le silure ça fait des gros combats, on est obligé de serrer le frein assez fort dès le début pour pouvoir ferrer. Il faut un gros ratio, donc là c'est le cas, j'ai 25 kg de frein, j'ai 1,34 m de ratio, donc ça permet soit de ramener vite les vifs pour changer de dérive, soit éventuellement si le silure remonte, bah, de mouliner assez vite pour pouvoir ferrer le silure comme il faut, ou alors reprendre tout de suite le mou, qui en fait qui est jamais le mou, qui se décroche pas. Et pourquoi 25 kg de frein? Bon après c'est comme ça, c'est pas moi qui choisis, c'est les moulinets. Par contre le fait qu'il y ait 25 kg de frein, pour moi ça a son utilité. Pour pouvoir ferrer, je serre assez fort dès le début et après je desserre mon frein une fois qu'il est ferré pour prendre plus de plaisir au combat. Et pour pas casser de toute façon. Donc voilà pour la canne. C'est un ensemble correct et qui me sert vraiment beaucoup toute l'année. Donc voilà pour la canne. Après, moi je l'ai pas dit aussi, mais du coup la tresse que j'utilise, c'est une tresse en 51 centièmes parce que moi j'utilise des gros diamètres parce que je me suis déjà fait casser sur plus petit. Donc maintenant je mets que du gros diamètre. Donc là c'est une 51 centièmes en 8 brins. Donc là c'est costaud et pour le moment j'ai pas cassé. J'ai sorti des gros poissons sans casser. Donc voilà pour la tresse aussi. Après donc du coup j'utilise un bouchon Cat Spirit en 400 grammes. Moi je prends le 400, le 500 est bien aussi. Après il y en a des plus petits mais le 400 je le trouve pas mal. Avec un plomb de 300 grammes que l'on a fait. Donc voilà. Après j'utilise du Shock Leader Varivas 200 livres. Pourquoi j'utilise ce Shock Leader? Eh ben parce que ce qui se passe au silure, c'est que nous sur la Loire, l'été, l'eau est très très claire. Donc du coup, ça me permet d'avoir de la discrétion, puisque c'est transparent. Ça me permet aussi d'avoir une certaine élasticité, c'est-à-dire que quand je ferre, si j'étais monté que en tresse, je pourrais casser. Bon après ça va parce que j'ai la canne qui amortit bien, mais sinon je pourrais casser. Donc du coup moi je mets du Shock Leader, ce qui fait qu'il est un petit peu élastique. Donc du coup ça me permet de pouvoir ferrer fort sans casser au ferrage. Donc c'est plutôt intéressant sur des gros poissons. Sur des poissons qui font plus de 100 kg, quand on ferre très fort et qu'il accélère, bah, évidemment ça démultiplie la force et puis souvent ça peut arriver qu'on casse au ferrage. Donc pour ça que moi j'utilise du Shock Leader que je mets sur mon montage. Et c'est vraiment intéressant. Donc après j'utilise plusieurs perles. Donc des perles en caoutchouc là. Pour amortir mes montages. Et puis là une perle un peu plus dure pour stop flotte pour mon bouchon en haut. Pour pas que mon nœud passe à travers la tige de mon bouchon. Donc pour ça on est ok. Après j'utilise dans mon montage
2 émerillons barils, un plus petit, un plus gros. Le plus gros, c'est pour vraiment assurer que ça tourne, et le plus petit, c'est pour que ça soit plus discret, et c'est pour raccorder ma tresse et mon but. Je pourrais très bien faire une ligature, mais c'est pas intéressant la ligature là où je la fais. Je vais vous faire voir pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous faire voir. Donc voilà pour les émerillons. Après, j'utilise des hameçons. Un hameçon simple, un hameçon triple. L'hameçon simple, c'est un 9-0. L'hameçon triple, c'est un 5-0. Pour avoir essayé plusieurs tailles, je trouve que là, on est sur une bonne taille. Parce qu'un 9-0, ça permet de bien écher le nez du vif et qu'il y ait une bonne partie de l'hameçon qui dépasse. Et surtout, moi, ce que je veux, c'est des hameçons très forts de fer parce que ça m'est déjà arrivé de les ouvrir. Même celui-là, j'en ai déjà ouvert. Donc bon, après, c'est comme ça, j'ai vraiment tiré fort. Mais un 9-0, ça commence à être intéressant. Donc toujours vérifier qu'il pique bien à chaque sortie. Donc là, je sais pas si on verra sur la vidéo, mais c'est le cas, hein, ça pique vraiment bien. Je les raffute tout le temps avoir des hameçons, là c'est pareil. Le triple, toutes les branches à pique vraiment fort. Et donc je vérifie tout le temps que mes hameçons soient pas désaffûtés, parce que nous en Loire on a le sable. Si le vif il traîne un peu au fond sur une dizaine de mètres ou 15 mètres ou peu importe, qu'on s'en rend pas forcément compte, ou que le triple touche le fond, ou peu importe, même on prend un poisson et ça peut désaffûter les piquants là. Donc moi je vérifie tout le temps et presque même à chaque poisson que mes hameçons sont toujours bien affûtés. C'est très important et c'est pour ça qu'on en loupe beaucoup moins. Donc voilà, donc on va pouvoir passer au montage. Donc je vous ai présenté tout ce que je mets sur mon montage, à part juste en bas de ligne une tresse mat 4 que je mets en bas de ligne. Donc du coup c'est une tresse en 160 kg. Là on est sur du costaud. J'ai déjà cassé sur de la plus petite, la 110 ou la je sais plus 130 kg, mais celle-ci là en 160 c'est du costaud. Là vous pouvez être sûr que ça cassera pas. Et vous pouvez faire plusieurs poissons avec sans qu'elle s'abîme, qu'elle se coupe ou que ça casse. Donc on va pouvoir passer au montage maintenant. Donc voilà, j'ai passé la tresse dans les anneaux de ma canne bien sûr. Donc, pour commencer, la première chose à faire, c'est je passe ma perle dure. Je passe ma perle dure dans ma tresse qui va me servir de stop. Pour éviter que mon nœud passe à travers. Je passe dans mon bouchon. Moi, je garde toujours le côté orange au-dessus. Rouge-orange, là, c'est celui qu'on voit le mieux, je trouve. Le jaune, en plein soleil, l'été, on a du mal à le voir. Enfin, pour moi, pour ma part. Donc, voilà, c'est tout simple. Après, je passe une perle qui amortit, c'est-à-dire une perle un peu caoutchouc. Donc cette perle-là est assez souple. Vous voyez, je peux appuyer dessus. C'est une perle qui est souple, donc qui va amortir. Après, je prends mon gros émerillon. Donc je viens faire mon nœud. Donc en même temps, je vais vous faire voir mon nœud. Je passe une fois dans la boucle de mon émerillon. Bon, après, la manipulation avec les doigts, ça, chacun peut faire des manipulations différentes. En fait, il faut que je fasse une boucle en bas, une boucle en haut. Une boucle en bas, une boucle en haut. Donc là, j'emprisonne tout ça dans mes doigts. Moi, j'ai l'habitude, donc je fais comme ça. Après, je tourne autour de ma boucle en bas, en gros, tout en gardant la boucle en haut, coincée dans mes doigts. Donc les nombres de tours, hein, chacun fait comme il veut. Moi, je fais minimum 5 tours. Après, ça dépend. Là, je fais de la petite tresse, je fais plus de tours. Et de la grosse, j'en fais 5 ou moins. Pas moins, enfin, pas beaucoup moins de 5. Il faut 5 tours quand même. Donc après, je passe une fois en bas. Et après, une fois en haut. Et voilà. Mon nœud donne ça. Donc maintenant, comme tout nœud que je fais, je les mouille avant. C'est-à-dire que quand il vient se mettre en place, il ne chauffe pas. Donc voilà. Et toujours, je mets en tension l'autre partie pour tirer. Donc là, voilà, je fais en sorte de bien le serrer. Et alors l'avantage et la particularité de ce nœud, c'est que c'est un nœud qui ne se serre pas. Vous voyez, je peux toujours le faire glisser sur ma boucle d'émerillon. Et même après avoir pris un poisson,
ou qu'il y a eu un gros combat où ça va tirer très 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 fort, parce que là déjà vraiment je tire fort, et ben il glisse toujours. Mon nœud glisse toujours. Parce que c'est un nœud qui ne se serre pas, donc il ne crée pas d'échauffement, donc il est très très résistant. Donc je coupe l'excédent. Je laisse toujours une petite marge en sécurité, malgré qu'il ne glisse pas, mais c'est comme ça. J'ai toujours fait comme ça. Donc voilà, je laisse une petite marge de sécurité. Ma perle caoutchouc, je vais la faire venir rentrer dans mon nœud. Comme ça, voilà. Comme ça, c'est un montage qui est vraiment discret. J'essaye de faire au plus discret possible. Donc voilà. Après, je vais passer sur le montage de mon bas de ligne. Donc ma tresse en 160 kg. Je viens tout d'abord faire le même nœud sur mon triple. Donc voilà, une boucle en bas, une boucle en haut. Donc, voilà. Donc les tours, hein, voilà, environ 5 là sur de la grosse tresse comme ça. Ça sert à rien d'en faire beaucoup plus. Donc toujours je passe en bas d'abord, puis je passe en haut. Donc toujours on est sur le même nœud. Donc je mouille un petit peu pour qu'il se mette bien en place. Je tiens moi l'excédent comme ça et je viens tirer comme ça. Donc voilà, mon nœud est bien fait et pareil, je peux tirer très fort dessus. Il ne se serre pas. Donc ça c'est un gros avantage, hein. Vraiment moi je fais plus que ces nœuds là. En plus c'est un nœud qui est discret. C'est un nœud, honnêtement je trouve qu'il n'y a pas mieux. Donc après je prends ma longueur. Selon les vifs que je veux accrocher, si je veux accrocher un vif qui fait 10 cm ou 15 ou 20 ou 30 ou 40, et ben j'ajuste ma longueur de bas de ligne. Donc une fois admettons j'ai choisi ma longueur, je rajoute au moins ça de distance pour faire mon nœud, c'est-à-dire 15 bons centimètres. Donc je coupe, voilà. Après on va faire le nœud de l'hameçon simple. Ça c'est un nœud un petit peu plus technique j'ai envie de dire, mais qui est pareil, qui est très intéressant, qui ne se sert pas ni rien. Donc je passe d'abord de l'extérieur à l'intérieur. Voilà. Donc là, on arrive sur le moment où on règle selon le vif qu'on veut mettre. En distance, voilà. Admettons, on veut 40, on met 40. On veut 30, on veut 30. On veut 20, on veut 20. Donc voilà, moi je règle ma distance, un bon 40, on va dire. Après, je coince la tresse sur le dos, sur la hampe de mon hameçon. Je viens faire une boucle. Je passe en arrière. Je passe en arrière, je vais le faire de ce côté-là, on verra mieux. Et je fais une boucle. Vous voyez, une boucle. Donc là maintenant, je viens tourner autour de mon hameçon. Donc je ne fais pas non plus beaucoup de tours. J'en fais 4, 5 là en l'occurrence, j'en ai fait 4. Donc je passe dans ma boucle que j'ai réservée en bas. Et là maintenant, je viens passer dans la hampe de mon hameçon et dans la première boucle où je suis passé. Donc il faut que je passe entre les deux. Donc là c'est une partie un petit peu chiante à faire. Sachant que c'est de la grosse tresse et qu'il n'y a plus beaucoup de place. Donc voilà. Là c'est fait. Donc mon nœud n'étant pas serré, tout va se mettre bien en place après. Donc pareil, je mouille. Voilà, je tire doucement d'un côté. Et important, je tire de l'autre comme si j'avais un poisson. Pour que tout se tende bien, se mette bien en place. Donc, je serre toujours bien. Et en fait, ça a la particularité de faire un nœud sans nœud. C'est-à-dire que je ne crée pas d'échauffement. C'est que des tours, repasser, repasser, mais je n'ai pas créé un nœud. C'est-à-dire que je ne fais pas d'échauffement sur ma ligne. Et ça, c'est très important parce que
si on avait fait un nœud ici, ce que j'ai déjà fait, et ben ça casse. C'est-à-dire qu'avant j'ai déjà passé dans ma boucle par ici, ça sortait ici. Moi j'ai fait, hop, tout bêtement, une clé comme ça, une clé sur ma hampe, une autre clé sur ma hampe, ou alors deux nœuds simples avant pour régler ma distance de mon vif. Et là, gros poisson, bim, cassé. Donc on apprend de ses erreurs, comme on dit. Hein. Donc c'est pour ça que je vous fais voir mes montages où j'ai pris beaucoup de poissons et je sais qu'ils fonctionnent très bien. Donc après, là c'est là qu'on va relier la tresse et le shock leader. Donc là je refais le même nœud. Donc voilà, donc ce nœud là il est un petit peu embêtant à faire parce que il faut que ça soit au plus près possible de l'hameçon simple. Il faut que l'émerillon soit au plus près possible de l'hameçon simple. Mais il faut que je puisse faire mon nœud, donc il faut que je me laisse un minimum de place. Donc en général, sur ce nœud là, je fais un petit peu moins de tours. Là je vais en faire 3. J'ai fait 3 tours. Sachant que c'est de la grosse tresse et vous allez voir, une fois le nœud fait, ça ne bougera plus. Donc voilà, je passe toujours dans la partie basse de mon nœud, la boucle en bas, on va dire. Donc là, ce nœud là, il est chiant à faire parce que ça laisse pas beaucoup de place. Les boucles sont pas grosses. Parce que si on fait des grosses boucles, on aura un gros espace entre notre hameçon simple et notre émerillon. Donc là, c'est un petit peu plus chiant à faire, sachant que c'est une très grosse tresse. Et en plus, quand on commence à la toucher un petit peu, elle s'effiloche au bout, je sais pas si vous allez voir. Et du coup, ça c'est très chiant. Et en plus, c'est une tresse qui ne crame presque pas. C'est-à-dire que ça doit être une matière comme du Kevlar un peu. Et elle ne crame pas avec un briquet. Donc on peut presque même pas... voilà. Donc là, j'ai réussi à passer en bas. Maintenant, je vais passer en haut. Donc vous voyez, là, il y a vraiment pas beaucoup d'espace. Je mouille, je tire et je viens tirer. Voilà. Donc là, mon émerillon est à environ 5 cm de mon hameçon. C'est bien, mais plus c'est court, mieux c'est. Donc voilà. Mon nœud, une fois fait, on voit quand même que c'est un nœud avec assez de tours, assez résistant. Enfin bref. Donc voilà. Pourquoi il faut qu'il soit prêt? Parce qu'après, c'est là où je vais mettre mon plomb. Donc moi, j'ai remarqué quelque chose sur les silures, c'est que plus le plomb est près du nez du vif, plus ça le maintient en bas, ce qui paraît logique maintenant, et plus ça fait, en tout cas sur la Loire, en dérive par chez nous, plus ça fait déclencher les touches. C'est-à-dire que si on fait le montage classique, j'ai envie de dire le flotteur, un émerillon agrafe, un grand bas de ligne et le vif, et le plomb juste en dessous le flotteur, bien sûr. C'est le montage que je faisais avant. Je trouve qu'il fonctionne moins bien maintenant, parce qu'en fait, le vif, une fois qu'il est de là à là, cette partie qu'on a de vide, ça y permet de remonter. Et il remonte à la surface. Alors nous, en Loire, on pêche sur des zones où il y a environ, pour faire une moyenne, 2,50 m d'eau, peut-être 3 mètres, allez, là où on pêche vraiment, 2,50 m, ouais, environ. Et ce qui se passe, c'est que si le vif remonte trop, les gros silures ne vont plus le chercher. Il commence à monter dessus, on sent le vif, il s'excite, il s'excite, il s'excite, il s'excite, on se dit ça va prendre, ça va prendre, ça va prendre. Et là, le vif il remonte parce qu'il voit le silure et il a peur. Et là, on ne prend pas les touches. Ou alors quand on en prend, en général, c'est les plus petits poissons. Donc c'est pour ça que je fais ce montage là avec le plomb en bas. Comme ça maintient bien mon vif en bas. Et selon les vifs qu'on utilise, c'est vrai que 300 grammes, il y en a certains, ils peuvent un peu les remonter, mais ça les limite. Hein. Déjà, ça limite pas mal. Donc voilà. Donc je passe mon plomb de 300 grammes avec mon shock leader. J'oublie pas surtout de mettre ma perle en caoutchouc souple qui amortit bien. Donc là maintenant, ça avec le shock leader, c'est des nœuds qui sont un petit peu chiants à faire aussi parce que c'est assez raide. Donc je fais toujours les mêmes nœuds, même sur le shock leader. Moi l'avantage c'est que j'ai un nœud, je fais tout avec. Parce qu'il est bien pour tout type de tresse, de fil, de gute, quoi que ce soit, n'importe quel diamètre. Pour moi c'est le meilleur nœud. Après chacun a des nœuds différents. Donc je passe en bas, je passe en haut.
Donc là, il faut essayer de lui faire prendre une certaine forme dès le début parce que sinon ça a toujours tendance à faire effet ressort. Donc là, je vais essayer de faire 5 tours. Il y en aura 4. Donc je passe en bas. Après, je passe en haut. Donc voilà, ça donne ça. Et là, il faut faire attention, c'est quand on va tirer sur le gut. Si on tire trop fort dès le début, ça crée un petit échauffement et ça fait un petit peu comme un tire-bouchon. Donc il va falloir tirer tout doucement. Et que ça se mette en place tout doucement bien. Donc voilà. Donc là, je peux serrer mes 2 nœuds. Je prends mon hameçon dans ma main en faisant attention de ne pas me piquer et que ça ne dérape pas. Et là, je peux tirer très fort. Déjà là, je tire très très fort. Et il n'y a rien qui bouge, rien qui glisse. Donc voilà ce que j'avais dit. Ça fait toujours un petit peu ce problème-là. Mais ceci dit, c'est pas très grave, puisqu'une fois que le plomb de 300 grammes vient se positionner ici, et ben ça gêne pas. Et ma perle qui sert à amortir. Donc voilà. Après, je vais couper tous les rames et essayer de cramer tout au plus près pour être au plus discret. Donc voilà, je vais cramer tous mes nœuds que j'ai fait en bas là. Donc avant, moi je mouille un petit peu pour éviter de cramer le reste. Donc là, vous voyez, je vais faire vraiment attention, c'est de cramer mon fil sans cramer mon nœud. Donc j'y vais tout doucement. Donc voilà, tout doucement, tout doucement. Voilà, juste avant, j'avais mouillé mon doigt pour pas me brûler. Donc voilà, là c'est cramé au ras. Ça fait une petite boule, un petit champignon. Donc c'est bien. Donc là, on va arriver sur cette partie là de tresse. Donc voilà, ça fait un petit champignon. Je mouille mon doigt, j'attends, je souffle et je refroidis. Donc voilà, ça me fait un nœud vraiment... ça me fait des nœuds assez propres. Donc je fais pareil aussi en bas, sur mon triple. Voilà. Donc là c'est bon aussi. Donc maintenant, on va dire là, 3/4 de mon montage sont faits. Il me reste mon nœud de mon choc leader à faire sur mon gros émerillon. Donc je refais toujours le même nœud. Pas maintenant que je vais changer. Donc voilà. Je passe en bas. Puis je passe en haut. Et après, je vais mouiller tout ça. Et je viens tirer pour serrer mon nœud. Ma perle a glissé, je la remets. Voilà, je vais pouvoir cramer mon choc leader. Donc voilà, mon montage est presque fini. Il me manque plus que ce que j'ai mis tout à l'heure, une perle. Et ma perle ne va pas arrêter mon bouchon, hein. Donc il faut maintenant que je fasse des nœuds d'arrêt. Moi j'utilise plus les stop flotte caoutchouc là. Je trouve que ça s'use assez rapidement et que souvent on a des problèmes, ça vient à glisser durant la partie. Même qu'on en mette 2, 3 ou 4, j'ai déjà fait. Ça marche bien, on va dire, au premier poisson ou deux, mais après, je trouve que ça fonctionne moins bien. Donc, moi, je me prends pas la tête avec ça. Je prends ma tresse de bas de ligne. J'en ai, je peux en faire autant que j'en veux. Et là, je viens faire mon nœud d'arrêt. Alors, moi, mon nœud d'arrêt, il est très très simple. C'est un nœud plat, enfin, c'est un nœud comme sur un hameçon simple. C'est-à-dire, je fais une boucle en bas, je tourne. Donc là, on va dire 5 tours, je passe en bas et c'est tout. Voilà. En fait, c'est un nœud coulissant. Donc je le mouille pour qu'il se mette bien en place. Je le serre. Voilà.
Et là, comme on peut voir, mon nœud coulisse. Et il met de la résistance. Et si jamais en cours de partie de pêche, je vois que mon nœud s'est desserré, je prends 2 pinces, je tire sur les 2 bouts et ça y est, mon nœud est resserré. C'est bien plus simple, bien plus efficace. Et moi, par sécurité, parce que je me suis déjà fait avoir aussi avec un seul nœud qui glisse et de louper un poisson, parce que le nœud a glissé, le bouchon n'a pas coulé, c'est-à-dire que le nœud glisse, donc le bouchon reste toujours en surface, le silure part, ça dure 3-4 secondes, il se rend compte que ça part bizarrement le silure, il y a quelque chose qui ne va pas, et il lâche. Et nous, on a presque à peine vu la touche, et quand on remonte, on voit le vif qui est mort ou tout arraché, parce qu'on n'a pas vu la touche comme il faut. Donc moi, par la sécurité, j'en fais 2. Comme ça, s'il y en a un qui se dessert, il y en a toujours un autre. Donc voilà. Je le serre aussi. Et voilà, comme ça j'ai mes 2 nœuds d'arrêt. Ça donne ça. Moi, comme j'ai ma canne, j'ai fait exprès, quand je l'ai monté, de mettre des gros anneaux. C'est-à-dire que mon anneau de tête, c'est un anneau numéro 12 ou 14. Et sur mes prochaines cannes que je montrerai des 16. Bon, j'ai déjà fait que des 16. Les nœuds passent largement. Et même si je mets beaucoup de fond, ça peut rentrer dans le moulinet, il n'y a pas de souci. Mon moulinet supporte bien un nœud qui passe. C'est fait pour. Donc je récapitule. On va commencer par en haut. Mes 2 nœuds. Ma bille qui vient arrêter mon flotteur. Parce que sinon peut-être que mes nœuds pourraient passer à travers. En dessous, ma bille qui amortit mon nœud pour pas que le flotteur vienne taper dans le nœud. Mon gros émerillon. Mon shock leader. Ah, j'ai pas dit la distance, donc je mets une distance d'environ 1 mètre, 1 mètre 50, selon comment je veux pêcher et selon les endroits où je veux pêcher. Parce que si, admettons, je voudrais passer dans 1 mètre 50 d'eau et que j'ai mis 2 mètres, bah je peux pas. C'est-à-dire que je vais tout le temps gratter le fond et c'est pas bon. Il faut tout le temps être décollé. Donc là, on va dire 1 mètre 50. Bon, là, c'est pour la vidéo, sinon je mets en général 2 mètres. Mais ça peut m'arriver de mettre plus court parce que des fois les poissons sont à 1 mètre 50 d'eau, on n'y croit pas, mais ils y sont. Ils y sont. Des fois, ils sont décalés des dérives où ils montent chasser les mulets sur les bancs de sable ou donc ils se mettent dans pas beaucoup d'eau. Donc mon plomb de 300 grammes, ma perle qui amortit mon plomb, mon petit émerillon. Alors j'ai pas précisé, c'est un petit émerillon, mais qui a une résistance de plus de 200 kg quand même. C'est-à-dire que c'est pas lui non plus qui va casser parce qu'il paraît petit, il pourrait inquiéter certaines personnes, mais non. C'est un émerillon qui tient 250 kg. Donc lui ne cassera pas. Le montage cassera avant, la canne cassera avant ou je sais pas quoi, mais l'émerillon ne cassera pas. Mais par contre, il est très petit et très discret. Mon hameçon simple 9,0. Ma longueur de bas de ligne. Et mon triple. Alors, pourquoi je mets de la tresse en bas de ligne? Parce que si je mets du gut, et je l'ai déjà fait, enfin du shock leader là, c'est beaucoup trop raide. C'est un montage trop raide et du coup, ça bride la nage du vif. Et ce qui se passe, c'est que c'est moins naturel. Et comme les silures, ils voient très très bien ce qui se passe sous l'eau, en tout cas pour la Loire, comme elle est très claire, ils voient bien arriver, ils voient tout comme il faut. Donc s'ils voient que le vif, il n'a pas une nage naturelle, mais dans le sens qu'il est bridé, eh ben ils mordent pas. Parce qu'ils se sont déjà fait prendre, reprendre, piquer, repiquer, louper, casser. Ils en ont vu passer de partout, de tous les côtés. Donc ils sont vraiment très méfiants. Et moi je mets la tresse, comme ça c'est vachement libre. Le vif est libre de faire ce qu'il veut. Et pourquoi mon shock leader? Pour avoir l'élasticité et avoir la solidité et en plus avoir une discrétion supplémentaire jusqu'à mon bouchon. Donc je trouve que c'est un montage qui fonctionne pas trop mal. Après chacun peut avoir les siens et puis chacun a ses expériences bien sûr. Moi je trouve que ça fonctionne bien comme ça et j'ai fait pas mal de résultats comme ça. Après un truc que je viens de voir et je sais pas si on le verra sur la caméra. Mon plomb, on voit qu'il a été pris par la bouche des silures, on voit il est griffé partout là. Il est griffé à plein d'endroits. Pourquoi? C'est-à-dire que le silure a voulu choper mon vif. Il a voulu choper mon vif et quand il est arrivé pour le choper, eh ben, soit il s'est loupé ou soit la bouche a pris et la tête du vif
et le plomb. Donc ça peut aussi arriver d'en louper parce que le silure se loupe et du coup il n'a pas les hameçons dans la gueule. Ou alors, ça m'est arrivé aussi d'en prendre sur l'hameçon simple, alors que la plupart du temps c'est quand même pris sur l'hameçon triple à la queue du vif. Donc voilà. Après, ce que je peux dire en montage pour pêcher en dérive sur la Loire, c'est qu'il faut essayer de passer le plus près des silures possible. C'est-à-dire, on va dire, je vais donner un exemple, il y a 3 mètres d'eau, je vais essayer de passer à 2,80 m. Je vais essayer de passer près d'eux, mais ça va dépendre des jours parce qu'il y a des jours où il va falloir passer décoller et ça on le voit en fonction de ce qu'on ressent et en fonction de la pêche et si on prend des touches ou pas. Et après la règle d'or pour moi sur la Loire c'est la discrétion. Plus on est discret et mieux ça marche parce qu'en fait ils voient des bateaux passer partout, ils se font pêcher de partout. Donc pour moi la règle d'or sur la Loire c'est la discrétion. Il faut être discret. Il ne faut pas arriver comme un bourrin sur les spots, faut anticiper, être discret. Et ça marche pour toutes les pêches, hein. Ceux qui pêchent en mer, c'est pareil, hein. Quand ils arrivent sur une épave, s'ils passent dessus avec le moteur thermique, c'est fichu. Ou même plein d'autres exemples, hein. J'imagine que sur le Rhône, la Saône, la Seine, tout ça, c'est pareil. Si on arrive sur les poissons comme un gros bourrin, bah, c'est plus compliqué de les faire après, quoi. Alors que si les poissons ne savent pas qu'on est là, bah, ça reste quand même plus simple. Donc il faut être discret sur la Loire. Sachant qu'en plus, c'est une eau très transparente. On voit à 4 mètres sous l'eau en plein été, donc faut faire attention, il faut être discret. Et voilà. Donc après, je pense que j'ai pas mal parlé de mon montage, ma technique. Euh, et puis après, il y a jamais de science infuse, il n'y a jamais de plan prédéfini. Moi, je peux partir le matin avec une idée et en cours de ma journée changer d'idée ou changer de stratégie parce que je vois que c'est différent ou que les poissons sont mort de mal, ils montent, ils prennent pas, ou il y a quelque chose qui va pas, donc tout de suite j'ajuste ma dérive, la vitesse, je change les profondeurs de pêche, des fois c'est le vif aussi qui va pas, donc je change les vifs. C'est bien de partir avec plusieurs vifs différents, avec des choix de vifs différents. Euh, Ça peut être aussi la taille des vifs. J'ai vu que des fois, un gros silure va prendre sur un petit vif comme ça, alors que des fois, il va falloir y mettre un gros vif. Ça se voit sur l'eau et on fait en fonction de ce qu'on a. Et on fait enfin, on fait ce qu'on peut que ce qu'on a, je veux dire. C'est-à-dire que bah, si on n'a qu'un seul vif, on va pêcher qu'avec un seul vif et puis on va essayer de trouver un poisson mordeur. Si on a plusieurs vifs et qu'on est sur une zone où il y a plusieurs silures, on n'a pas de touche au premier passage, à la première dérive. On peut éventuellement changer les vifs, changer les profondeurs, changer en fait la façon d'aborder le poste tout en étant discret et ça peut marcher. Des fois je fais des poissons pas ma première dérive mais la deuxième, voire à la troisième de ce que j'en déduis de la pêche. Ou alors bah, des fois on voit tout de suite dès la première que c'est pas la peine d'insister ou peu importe. Ça c'est la pêche, il n'y a rien de prédéfini. On voit ça sur l'eau, selon les conditions, la luminosité, la pression atmosphérique. Et puis ça se trouve, il y a un bateau qui est passé juste avant vous et puis qui a pris déjà un silure. Ça a mis un peu la panique dans le banc de silure. Donc déjà, des fois c'est plus compliqué aussi. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Et puis pour réussir une partie de pêche, il faut savoir toujours se remettre en question. Toujours c'est les montages, la technique, le vif utilisé, tout. Il faut toujours se remettre en question tous les jours, même dans la journée, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment. Moi, c'est pour ça que j'adore cette pêche, c'est que c'est pas si simple et c'est pas gagné d'avance. Faut vraiment se remettre en question, il faut avoir compris pourquoi. Et c'est là qu'on arrive à avoir du résultat, c'est quand on arrive à se remettre en question. C'est pas toujours facile. Même si ça marchait 10 fois comme ça, peut-être que la 11e ça sera complètement différent. Et quand on croit avoir tout compris, on se plante parce qu'en fait on n'a rien compris. Et ça, c'est la pêche. Et c'est ça qui est magique et c'est ça que j'adore. C'est-à-dire que les silures, c'est des poissons très capricieux et c'est vraiment intéressant à pêcher. Donc voilà, je referai d'autres vidéos plus tard. Allez, à bientôt.